Comment s'ouvrir à d'autres imaginaires érotiques? Coucou chers auditoris, c'est l'heure de renverser la table avec Romy Alizé, une artiste, autrice, photographe qui escalade d'étonnantes contrées érotiques. Je trouve que les montagnes, quand même, quand on les regarde et qu'on voit des formes, des pics, des fissures, pardon, je trouve que c'est ultra ambigu, ultra porno. Enfin, ça vient ouvrir mon imaginaire de ce qui peut m'amener à être dans mon corps désirant. Révolte, culture, joie de vivre. Renverser la table, un podcast de Victoire Tuaillon. Quand j'étais ado, chaque fois que je prenais le train pour les grandes vacances, je dévorais des magazines féminins petit format à 2 € qui me promettaient de pimenter mon été. Il n'était jamais question de mon plaisir à moi, mais toujours de maximiser celui de l'autre, forcément un homme d'ailleurs, souvent appelé Jules. Au même âge, j'avais accès à Internet et donc à du porno gratuit. Et comme beaucoup, ma découverte de la sexualité est donc indissociable de ces images, de plus en plus violentes avec les années. Qu'on en soit lassé ou que ça nous dégoûte, quand on en a marre des fantasmes hétérosexistes, comment s'ouvrir à d'autres imaginaires, moins brutaux, plus rigolos, plus créatifs? Souvent ça paraît difficile. Quand on peut prendre l'autoroute du plaisir garanti, même mesquin, pourquoi aller galérer sur des petits chemins de désir incertains? Comment s'y prendre? Où aller? Et je me suis dit que je connaissais la guide idéale pour nous emmener randonner. Vas-y, parle dans le micro pour voir. Bonjour, c'est Romy. Oui, Bonjour, c'est Romy. C'est super. Bonjour. Le travail de Romy Alizé, artiste, autrice, photographe, témoigne d'une vitalité libidinesque hors du commun. Dans son 2e livre, Des choses que j'imagine, Romy a juxtaposé ces images érotiques, les portraits de ses camarades queer et des photos de montagne en noir et blanc qui prennent toute la page. Oui, car celle qui a été modèle, actrice porno, performeuse, s'est lancée dans une intense création autour du sexe et de l'altitude. Je l'ai donc invitée chez moi, avec les auditeuristes connectés ce soir-là, pour discuter en direct de tous ces sujets vertigineux. C'est parfait. On part en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Ah, voilà. Ouais. Génial, tout le monde se connecte. Coucou. C'était la canicule. On vous voit, je suis avec Romy Alizé. Nous suons abondamment, évidemment. Comme vous, sûrement. Comme vous, à moins que vous soyez dans un frigo. Donc, si vous entendez un petit pchit, c'est parce que je me vaporise. Est-ce que tu m'autorises aussi à te vaporiser? Ouais, merci. Ça... C'est Ça toujours arrive. agréable. C'est Romy Alizé réalise aussi des documentaires pour France Culture, comme Cœur de sex worker, un conte musical expérimental d'1 heure sur les travailleurs et travailleuses du sexe, lesbiennes, bi ou queer. Et à un moment, elle dit qu'elle est heureuse, malgré les violences, d'avoir pu garder la sexualité comme un espace de curiosité, de partage, de plaisir. Que c'est politique de dire « on ne me retirera pas cet endroit de jouissance, quoi qu'il arrive ». À un moment, elle raconte aussi qu'à 15 ans, en classe, quand on lui a demandé ce qu'elle voulait faire plus tard, elle a déclaré « moi, je serai actrice porno ». Et non, c'était pas pour faire la rebelle. Je pense que le jour où j'ai décrété ça, ça venait plutôt d'une forme de fascination pour les femmes que je voyais donc sur papier glacé ou même dans des téléfilms. Je voyais la transgression et le fait qu'elles étaient pas du tout dans un rôle, elles obéissaient pas au rôle qui est assigné aux femmes. Donc ça aurait pu ne rien me faire. Je pense, je sais pas, la majorité des meufs on se disent pas à 15 ans j'ai envie d'être une icône du porn, mais moi ça passait par ça. J'ai remarqué que même avec des personnes qui sont très éduquées sur plein d'aspects de leur vie et tout, il arrive que la sexualité soit vraiment encore un continent complètement inconnu, ou qui savent pas où aller chercher, qui ont l'impression qu'en fait elles sont condamnées à désirer toujours la même chose, ce même imaginaire qui nous fait quand même un peu mal, donc très hétérosexiste. Et donc c'est vachement intéressant que toi, jeune, t'aies eu accès à ça en fait, et t'aies décidé de l'explorer. Comment ça s'est passé? Comment tu l'as fait? Quel truc t'as trouvé à l'époque? Je sais pas si j'ai trouvé des trucs. Déjà, bon, ma première expérience sexuelle, c'était à 17 ans. C'était un garçon et 2 ans après, c'était avec une fille. Donc, c'est quand même assez tardif. Mais est-ce que tu prenais par exemple des photos déjà? Non, pas du tout. Okay, Non. Non, par contre, j'étais fan de cinéma. Je pense qu'il y a des images chocs qui ont peut-être
joué quand même dans l'imaginaire que je commençais à me créer. Je pense peut-être à... Alors, j'étais fan de Buffy. Il y avait des lesbiennes dans Buffy. Ça, c'était quand même un petit électrochoc. Le baiser entre Madonna et Britney Spears aussi, c'est des images assez fortes, en fait, quand on est... Moi, j'étais vraiment une fan. C'est-à-dire que De Britney? De plusieurs idoles, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était extrême. Toute ma vie était dédiée à la star que j'aimais. Donc, ça a été Buffy, ça a été Britney Spears, ça a été Laurie, et c'était à un niveau assez fort. Mais... Et comme à chaque fois, il y a eu des images comme ça, un petit peu choc, je pense que déjà, la question de la bisexualité, elle a été assez naturelle. Je me suis jamais dit je serai hétéro. D'ailleurs, on se le dit pas souvent parce que ça a l'air d'être la seule voie possible. Non, mais on peut ne pas se questionner. On peut suivre un peu le courant, alors que moi, je me souviens bien avoir décrété que j'étais bisexuelle par défaut. Ah, d'accord. Ouais. Et ensuite, comment parce que tu montes à Paris, tu deviens modèle, et donc là, t'es confrontée à la sexualisation de ton propre corps, à l'érotisation de ton propre corps. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Qu'est-ce que tu en gardes aujourd'hui ? Alors, ce que j'ai appris déjà, je fais quand même un petit retour sur cette période de ma vie, parce que ça a commencé, donc je venais d'arriver à Paris. J'ai fait un premier shooting en tant que modèle nue, donc j'ai 21 ans, ça se passe très bien, j'en fais un deuxième, et là, je subis un viol. Je vais au tribunal, on est en 2010, donc MeToo, tout ça, ça n'existe pas, mais je suis quand même plutôt bien accompagnée. Et à la sortie donc de ce petit procès, l'avocate ou ma mère, je ne sais plus, me dit il va falloir arrêter de faire ce genre de photos. Et ça a été quand même un électrochoc. C'est-à-dire que il fallait une forme de punition, d'auto-punition, c'est-à-dire le problème c'était moi, c'était d'avoir voulu poser nue, d'avoir eu ce désir d'être sexualisé, qui est quand même un truc qui est commun à tout le monde quand on commence à explorer aussi sa sexualité. Alors via l'image, oui bien sûr, moi de toute manière j'ai voulu être actrice, on peut dire que j'avais besoin d'être regardée par ailleurs. Et donc, ça a été peut-être le déclencheur de la suite de ma vie, où j'ai aussi mis, je sais pas si c'est un point d'honneur conscient, pas conscient, à faire toujours pire que ce que les gens pouvaient imaginer. Et c'est vrai que même en tant que modèle photo, j'y allais quand même assez franco, quoi. Je faisais partie des modèles qui avaient pas très peur d'écarter vraiment très fort les cuisses. Et j'étais très comme ça. C'était un peu comme un geste, d'affirmation. Je détestais tout ce qui était justement très minaudé, très suggéré. Moi, il fallait que ce soit très frontal. Et voilà, je crois que c'était peut-être ma manière de reprendre le dessus sur cette expérience quand même assez dramatique. Comme si le fait de pas faire ce que je voulais, c'était comme donner raison en fait soit à l'agresseur ou même à cette forme de morale que cet adulte m'a dit il y a des choses à faire, des choses à pas faire, il y a le méchant loup, faut pas y aller. Tu seras puni si tu fais ça, si tu suis tes désirs. Reste caché chez toi comme si c'était protège-toi et comme ça il va rien t'arriver. Alors qu'on sait très bien qu'en fait si tu restes caché chez toi, tu as tous les risques en réalité qu'il t'arrive quelque chose avec ton gentil mari, puisque c'est plutôt lui qui va te violer que les inconnus que tu peux rencontrer. Voilà. Et donc, justement, quand tu poses pour ces photographes-là, tu observes aussi la façon dont ils t'imposent, eux, un imaginaire érotique. Donc, un imaginaire érotique à l'ancienne, quoi, de ceux dont on cherche à se débarrasser. Ça ressemble à quoi, concrètement, cet imaginaire dans lequel il te propose de te mettre, ou il t'impose de te mettre? Alors en fait, ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est un petit milieu, photographe et modèle, la photo de nu, c'est un côté un peu cringe quand même. Cringe, gênant. Pourquoi ? Parce que justement c'est super codifié, c'est souvent des jeunes femmes assez bien gaulées qui posent beaucoup avec les bras en l'air, toujours très cambrées. Pourquoi les bras en l'air d'ailleurs? Mais en fait c'est comme si, je pense qu'il y a une espèce de culture de la photo de nu qui je sais pas où ça en est actuellement d'ailleurs, parce que je pense quand même que ça a dû un peu bouger, mais ce type de photo existait, on en trouvait aussi dans les rayons de livres photos consacrés au nu, c'était toujours pareil, un homme photographie des jeunes femmes. Mince, bien sûr. Et le fait est que moi, j'étais pas mince. Surtout à cette époque. Et donc, je rentrais pas de toute façon dans cette catégorie de photos qui minaudent, etc. Donc, j'avais cherché à prendre le contre-pied de ces photos parce que de toute manière, les photographes voulaient pas me photographier comme ils photographiaient une fille qui faisait une taille 36, quoi. Et par ailleurs, j'ai rencontré des photographes qui étaient... Il y avait des photographes qui étaient super aussi et juste qui étaient aussi englués dans tous ces codes et on a le choix en fait d'y rester ou de faire autre chose. Et moi, quand je suis devenue photographe, c'était évident que je ne referais pas ce genre de photos. Alors qu'à l'époque, beaucoup de modèles faisaient elles-mêmes des autoportraits.
Et c'est marrant parce que j'avais cette réflexion, je me disais, mais elles font la même chose que les photographes mecs leur font faire. Mais voilà, je cherchais quelque chose de plus brut, en tout cas. Bah, vous voyez, sur cette question de comment est-ce qu'on ouvre des nouveaux imaginaires, il y a la possibilité, et là on parle que des femmes, mais on va venir aussi, on va juste parler de la question de l'érotisation du corps des hommes, mais pour les femmes, puisqu'on a été habitué à devoir performer l'image la plus attirante, esthétiquement plaisante en fait de nos corps, c'est aussi vachement intéressant d'essayer de fabriquer des photos de soi complètement hors du male gaze, pas spécialement érotique, de chercher sa propre forme en fait. Donc de faire des trucs qui apparaissent interdits. Si on a du ventre, d'attraper son ventre, de faire des grimaces, de faire des choses qui sont a priori tabous en fait dans les images, non ? Même quand personne ne nous voit, c'est difficile de fabriquer des images de soi qui correspondent pas du tout à des codes esthétiques. C'est ça que je veux dire. Ah, c'est sûr que je sais pas s'il faut spécialement essayer d'y échapper parce que en même temps, est-ce que c'est l'endroit, est-ce que c'est particulièrement ça qui change la donne ? Je sais pas. C'est une piste possible, on peut passer à d'autres pistes aussi, mais je me dis que c'est un des trucs... Ah, Sophia dit, si on pense à une photo qu'on envoie comme un cadeau, se faire un cadeau pour soi-même, bah oui, par exemple, d'avoir des belles photos de soi qu'on a pris soi-même, c'est intéressant, mais aussi des photos peut-être plus inattendues, des photos qu'on trouve un peu bizarres, des photos... Et vous pouvez même vous offrir un shooting avec des photographes. Mais c'est vrai, bien sûr. Ça m'est arrivé de faire des séances privées de nus. Et en fait, c'est assez chouette parce que j'ai l'impression que les gens viennent chercher un regard qui leur plaît sur leur propre corps en se disant c'est un endroit de confiance, je peux me lâcher. Ça, visiblement, c'est des one-shot à chaque fois. Oui. Ça m'est vraiment arrivé à une période, en tout cas, de le faire régulièrement. Donc, je me dis qu'il y avait un enjeu pour les personnes de venir et de dire je te confie mon image et on fait des photos, j'ai envie de me trouver trop belle, j'ai envie d'être vue par ton regard. Alors c'est déjà hyper flatteur pour moi, mais je crois que ça, je sais pas, peut-être il y a un truc avec mon travail aussi qui se dégage d'assez affirmé dans les personnes que je photographie, qui ont pas l'air complètement perdues ou évaporées ou droguées. Non mais tu sais, ou genre endormies. Non mais je pense dans les imaginaires qui étaient très forts dans les années 80, c'était quand même les photos de David Hamilton et tout ça, tu vois, de préadolescente, tu vois, des photos avec une esthétique assez pédophile en fait. Richardson aussi qui a été Ah oui, c'est vrai, on a Terry Richardson aussi qui a été ensuite accusé de viol par de multiples femmes. Il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire de la photographie. C'est vrai. La photo flash, la photo très Vice, je sais pas si vous vous rappelez de ce site, mais qui était quand même le monde des gens branchés. Et Richardson, il était quand même missionné par toutes les maisons de luxe pour faire des campagnes. Et voilà, après, tu regardes un livre de ses photos et tu fais quand même, ça passe, mais ça passait à l'époque, mais pourquoi en fait ? Parce que pour le coup, c'est pas des personnes endormies, mais c'est quand même beaucoup de meufs qui sont très jeunes. Lui, il pose très souvent dans l'image avec ses nanas. Il a souvent une érection. C'est quand même un photographe connu pour avoir une énorme queue, donc il y a quand même un truc super affirmé. Et ça reste que c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire de la photo. En tout cas, c'est intéressant de les regarder, de voir est-ce qu'on est à l'aise avec ça, est-ce qu'on veut aller vers autre chose, est-ce que ça nous excite, oui, non, comment, de rechercher vraiment ce qui nous excite. Mais attends, je voudrais qu'on dise un mot quand même de l'érotisation du corps des hommes dans l'hétérosexualité, puisque ça, c'est quand même aussi une clé pour aller dans de nouveaux imaginaires, c'est de se demander à quel moment, en fait, on érotise les hommes. Là, je pense aux femmes hétéros. Il y a de plus en plus de femmes, il y en a toujours eu, je pense à Sonia Sif et d'autres qui photographient des hommes nus, qui érotisent leur corps. Mais quand même, quand on regarde ces corps-là, ces photos-là, on se dit qu'on a assez peu accès, en fait, dans les représentations les plus populaires, à des corps d'hommes érotisés. Et donc, que c'est difficile d'exercer notre œil à le faire et de fantasmer véritablement sur des corps d'hommes en tant que corps, en fait, et pas juste en tant que corps qui vont nous désirer, que corps qui peuvent nous faire des choses, que corps qui peuvent nous apporter du plaisir, mais vraiment des corps qu'on peut érotiser, regarder et voir photographier. Et là, j'ai un livre devant moi qui s'appelle Lusted Men, donc que j'aime beaucoup. Je crois que tu as une photo d'ailleurs dedans. En fait, moi j'ai commencé à faire de la photo donc après avoir été modèle et j'ai immédiatement photographié tous les garçons avec lesquels je couchais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui photographient les mecs, mais que c'était pas encore, je sais pas, très tendance. Il y avait pas d'endroit pour les montrer spécialement, mais ça a quand même toujours existé. Typiquement, l'ouvrage Lusted Men, c'est un gros ouvrage de photographie amateur. Et pro, et aussi pro, d'hommes qui sont photographiés,
toutes sortes d'hommes, des vieux, des pas vieux, des gros, des pas gros, des sexes, des trucs plus vaporeux, toutes sortes de photos, des centaines de photos. Et lusted parce que avoir du lust, donc c'est avoir du désir sexuel en fait en anglais, le lust. C'est des hommes qu'on désire en fait, et pas des hommes désirants. Voilà, c'est des hommes qui sont désirés. Vous pouvez aussi aller dans des librairies LGBT où il y a toujours un rayon très fourni de photographies gays, et c'est toujours ultra cul et ultra érotique. Et moi, j'en ai acheté beaucoup. Et je trouvais ça génial d'avoir des PD qui photographient des PD et tout est hyper cul. Alors bien sûr, et les corps sont magnifiques. Il y avait un vide total souvent, au niveau des lesbiennes qui photographient des lesbiennes, mais du coup, ça laissait aussi la possibilité de venir combler ce manque. Ce qui est aussi assez chouette et ce qui donne une forme d'élan quand on se met à créer soi-même des images. J'ai l'impression que ce qui, moi, m'a aidé, c'est de faire des expériences et de quitter la théorie, peut-être, pour faire des expériences, pour savoir ce qu'on veut. Sinon, c'est vachement dur, en fait, de savoir. Et la question du lâcher-prise, ça peut passer peut-être par autre chose que baiser, justement. Le lâcher-prise, vous pouvez peut-être l'atteindre en ayant une pratique sportive. Et moi, j'ai l'impression que ça peut passer juste par le fait d'avoir un corps en mouvement et d'explorer d'autres façons d'avoir du plaisir qui sont pas forcément liées à la sexualité. Je suis complètement d'accord avec ça. Justement, je trouve que ça permet de pas limiter la notion de plaisir à l'orgasme en fait sexuel. Oui, ou au désir sexuel. Voilà. Bah oui. Plein de chemins peuvent mener à une forme de jouissance, et si c'est pas dans un acte de, stricto sensu érotique ou sexuel en fait. Il y a plein d'autres choses, et donc ça aussi, ça permet d'ouvrir de nouveaux imaginaires, c'est de faire d'autres choses avec son corps et d'essayer d'avoir du plaisir avec son propre corps. Et quand on dit ça, ça veut pas forcément dire commander des sextoys et voir ce qui marche le mieux. Ça peut vouloir dire prendre un cours de danse libre. C'est mon obsession en ce moment. Faire pas des cours, mais genre des pratiques de danse libre. Donc aller dans un endroit, il y a pas de miroir, on peut danser, personne ne prend des photos, personne ne parle. Les gens juste explorent en fait leur corps, et ça permet d'ouvrir aussi vers de nouveaux imaginaires. Donc, tu as produit des images ouvertement pornographiques, au sens où on voit des sexes représentés, des organes génitaux en fait représentés, des actes. Ou des actes. Tu as produit ces images-là, tu t'es beaucoup intéressée à la pornographie, et à un moment, ça a cessé de t'intéresser, et t'es allée vers autre chose. Est-ce que, avant qu'on parle de cette autre chose qui est donc ta relation si particulière là aux montagnes et à encore d'autres sujets. À la randonnée, j'adore. Tu dis que t'es vraiment passionnée par le sexe et la randonnée. Est-ce qu'on peut juste prendre 5 minutes pour parler de la pornographie ? Parce que je racontais il y a quelques mois dans une newsletter à quel point j'avais besoin qu'on reparle de pornographie d'un point de vue féministe, parce que là, il y a des scandales épouvantables qui ont éclaté. Donc les affaires Jackie et Michel, les affaires French Bukkake, qui sont des affaires d'exploitation, de violence absolument insoutenables contre des femmes qui ont été violées en fait pour les images et visionnées des millions de fois. Et que oui, pour le dire très vite, je me repose la question comme féministe, même si je l'ai écartée pendant de nombreuses années, parce que j'avais pas envie d'avoir un discours antisexuel en fait. Je me demande quelles conséquences vraiment ça a, le fait que des millions de personnes soient imprégnées profondément par des images de viol et qui sont habituées à se branler dessus en fait, ce que je trouve très inquiétant en fait, et je pense que c'est une partie du problème sur les violences sexuelles. Donc je voulais savoir, toi qui as beaucoup réfléchi à ces questions, qui as tourné dans des pornos alternatifs, où est-ce que tu en es de ta réflexion par rapport à la pornographie ? Bon, c'est un peu compliqué ce sujet, on en parlait avant. Effectivement, lire toutes ces affaires de viol, c'est catastrophique, mais c'est absurde de se poser la question doit-on interdire le porno, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on essaie d'interdire un truc, de toute façon, ça ne marche pas. Ça rejaillit. C'est clair. Donc, ne nous intéressons pas à cette question. Cette question de la morale aussi, elle me fait chier, parce qu'en fait, je trouve que c'est pas une porte intéressante de réflexion. En fait, le problème de ces productions type Jackie et Michel, déjà, les mecs qui sont à la tête de cette entreprise sont plutôt des gros mafieux. Donc, personne a envie de gérer le dossier. Donc, rien n'est fait pour encadrer, protéger. On veut même pas se demander si c'est un travail, pas un travail, mais c'est la même chose avec le travail du sexe en général, avec la prostitution. D'un côté, c'est une question morale. Est-ce qu'on doit, c'est féministe ou c'est pas féministe? De l'autre,
En fait, peut-on reconnaître que juste s'il y a une activité, il faut encadrer et que c'est en général comme ça que les choses se passent pour le mieux. Alors après, le problème de la pornographie alternative, c'est qu'elle n'est pas financée, elle n'est pas considérée comme de l'art ni du cinéma. Et donc, effectivement, on est dans un angle mort parce que personne ne veut payer pour du porno puisque tout le monde a été habitué à taper un mot-clé sur Pornhub et avoir 1 milliard de vidéos. Sauf que c'est comme pour tout. En fait, moi, je comprends qu'on me dise, bah ouais, mais payer pour du porno. Bah, en fait, tu payes pour manger, tu payes pour t'habiller. À un moment, on peut pas bénéficier d'un porno gratuit sans que, en bout de chaîne, je sais pas si ça se dit, il y ait pas des gens qui souffrent. C'est-à-dire que tu peux pas avoir une vidéo gratuite comme ça à dispo et te dire que tout est dans les règles, en fait. Mais donc justement, si on a envie d'aller explorer d'autres imaginaires qui sont moins évidents que tous ceux auxquels on a été habitués et qui sont en fait comme des autoroutes, hein, si on reprend l'image des chemins de désir. Je dis ça souvent parce que les gens disent oui, mais moi ça m'excite pas, le porno alternatif, le porno féministe, le porno queer et tout. Qu'est-ce que tu veux moi je. Alors en fait, juste ça ne veut rien dire parce que ça. Je suis d'accord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas excité par une image qui a été produite dans des conditions où tout le monde se sent bien et a été bien payé. Porno féministe ne dit rien de ce qui est montré à l'image. Je pense qu'on a juste en tête quelques réalisatrices. Peut-être vous n'aimez pas le style de Erika Lust, ce qui est possible parce que ce sont des tournages où il y a une attention qui est, une attention à la lumière, etc. Ça peut ne pas vous plaire, mais le porno féministe c'est juste de bonnes conditions de travail, des discussions entre les personnes qui vont tourner et la personne qui réalise. Donc ne pas être excité par ça, c'est avoir vu un type de production. Moi, je vous conseille le site Pink Label TV, qui est comme en gros un site de VOD pour production alternative qui, franchement, il y a des trucs assez extrêmes, quoi, quand même. Exactement. Donc ça, c'est une bonne idée quand même d'aller sur d'autres sites. Donc sur Pink Label TV par exemple, et de regarder qu'est-ce qui se fait en fait, et d'avoir une approche un peu plus curieuse si on veut ouvrir vers de nouveaux imaginaires. Parce que si on reprend cette image de chemin de désir, c'est sûr qu'il y a des choses, quand on est habitué à s'exciter et à jouir sur un certain nombre d'images ou de schémas, c'est comme une autoroute, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, plus on jouit sur ces images et plus on renforce ce chemin-là de désir. Ce qui fait que quand on voit d'autres images auxquelles on n'a pas du tout été habitué, c'est comme essayer de tracer sa route à la machette dans la forêt, quoi. Genre on galère, on n'a pas du plaisir tout de suite, ça va beaucoup moins vite. Il n'y a pas ce truc qui glisse et qui trace et qui est efficace, en fait. Il y a Anaïs qui dit, c'est à cause de nos biais cognitifs, on recherche ce qu'on connaît déjà. Acquérir un nouveau goût, comme goûter le whisky au début, c'est de l'acquired taste, c'est un goût qu'on acquiert. Exactement, je pense que pour la sexualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas été confronté à une variété d'images, de représentations, de trucs un peu étranges qui au début nous excitent pas trop, en fait on va toujours désirer la même chose, et c'est ce qui fait que parce qu'on cherche aussi l'efficacité. C'est ça. C'est rare de se dire tiens, j'ai 1 heure pour me masturber, je vais explorer. En général, on a un peu envie de dormir. Voilà, on a envie que ça dure 5 minutes, et puis forcément ça on marche. a envie que ça appuie sur les boutons adéquats. Mais donc on peut dire que explorer de nouveaux imaginaires, ça veut dire prendre le temps de le faire et d'aller vraiment explorer. Et des fois c'est un peu galère d'aller explorer parce qu'on est là, ouah, trop bizarre. Moi j'ai vu des trucs dans les films d'Erika Lust ou dans de la production alternative où j'étais là, mais what? Mais c'est quoi toutes ces meufs qui sont en train de faire du roller et d'un coup, mais qu'est-ce que quoi? Mais j'entends que ça puisse être la porte d'entrée est pas forcément simple, mais déjà, il n'y a pas que ça pour s'exciter quand même. Et puis, ça vaut peut-être le coup, en tout cas, d'en faire l'expérience. Ah si, on pourrait rajouter que il y a aussi toute la question audio. Tu vois, d'aller chercher des trucs chez Femtasy. Une copine à moi me parlait d'une chaîne Reddit, donc le réseau social qui s'appelle Gone Wild, où c'est des gens qui enregistrent des audios amateurs, quoi, pour explorer d'autres choses. Enfin, voilà. En tout cas, ça vaut le coup de prendre le temps et d'aller voir des choses pas forcément évidentes et qui excitent pas immédiatement aussi, parce que tu vois, quand les gens disent ça m'excite pas, j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent dire. J'ai l'impression que en fait, on est habitué à reconnaître comme excitation qu'un certain type de sensation. L'excitation, c'est pas forcément mouillé ou bandé, quoi. Non, on a peut-être une vision très réductrice, en fait, de ce que c'est que l'érotisme. Et c'est sûrement aussi un moyen d'avoir contraint les femmes à la sphère plutôt conjugale. Et puis, de pas rêver trop grand, parce que ça... plus on élargit quand même cet imaginaire, plus on a envie de sortir de la place qui nous est assignée.
Mais je trouve, tu vois, mais même sans ça, juste de pouvoir parler vraiment, même si c'est une personne avec qui tu es depuis 40 ans, de ce qui vraiment te fait envie, c'est déjà énorme et j'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas. Bah non, parce que souvent on dit parler de ce qui vous fait envie, mais en réalité, c'est ce que me raconte une bonne amie qui est sexologue, beaucoup de femmes en tout cas qu'elle voit, n'ont aucune idée de ce qui leur fait vraiment envie. Elles ne savent pas. Ouais. Un exercice... Comment savoir on peut c'est ça. Pas savoir avant d'avoir de s'être confronté. Oui, il faut avoir vu les images et tout, ou il faut demander des trucs, quoi, et voir si ça nous plaît, tu vois. Et avoir essayé des choses. Et Et donc être capable de les demander. Oui, mais pareil, pour être capable d'essayer des choses, encore faut-il avoir l'idée d'essayer des choses, tu vois, d'essayer ces fameuses choses. Alors toi, il y a beaucoup de choses que tu imagines. On peut se dire que oui, le contexte de, je sais pas, le mariage à 20 ans, le cadre familial n'a pas vraiment autorisé les femmes jusqu'à maintenant à explorer cette facette-là de leur, tu vois. Non. Toi, dans ta pratique photographique, comment tu veux explorer tes images, ce que tu allais faire, ce qui allait te sembler bon, comment tu t'y prends ? J'ai des espèces de, je sais pas, des fulgurances, des images dans la tête, je les dessine et puis à un moment, je les réalise. Ça dépend, enfin, forcément, je suis un peu inspirée par plein de choses. Tout se mélange et à un moment, une idée jaillit. Et je suis beaucoup allée dans des festivals comme le Porn Film Festival de Berlin, où on voit en une semaine un paquet de films, on voit de tout, des trucs crades, des trucs dérangeants, des trucs super lisses. Et franchement, quand on revient, on a quand même un peu le cerveau en ébullition, quoi. Ça donne trop envie de faire. Des trucs, mais oui, mais c'est ça, parce qu'on est sorti des esthétiques complètement convenues. Faut s'entourer de personnes, en tout cas être dans, je sais pas, peut-être, en tout cas être dans un désir de désirer, quoi, un désir d'aller plus loin. Ça peut pas arriver tout seul comme ça dans son salon. Il faut aller le chercher. Donc, en tout cas, moi, c'est beaucoup passé par ces festivals à l'époque. Faut aller explorer quand même. De toute façon, pour moi, la théorie, c'est super, on peut lire plein de livres, mais à un moment, faut faire l'expérience. Alors, à propos d'expérience, je le disais au début de la conversation, tu as donc commencé ce travail sur l'érotisme des hautes cimes. Et donc, dans ton livre, des choses que j'imagine, il y a des portraits de glaciers, de montagnes, que tu mets en regard de photos érotiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion, de cette recherche, de comment tu y es arrivée, et peut-être pour que ça nous inspire, nous aussi, à prendre des chemins tout à fait inattendus pour explorer de nouveaux imaginaires érotiques. Donc ça s'est fait de manière assez douce. Je pense que ce qui me donnait l'envie d'être travailleuse du sexe, de faire du porno, même ces images, c'est une recherche d'intensité dans toutes les expériences que je peux faire avec mon corps, dans toutes les sensations, et puis cette part de risque aussi qui est inhérente quand même à ma pratique, puisqu'en fait c'est un tel engagement en termes d'image que il y a un risque derrière, quoi. Le risque étant, déjà, tu t'exposes toute nue, donc c'est le stigmate, quoi. Je suis complètement stigmatisée. L'entrée par rapport à juste mes prétentions d'artiste, il faut sans arrêt justifier pourquoi est-ce qu'on fait des images où on se met en scène nue ou sexuellement explicite. C'est-à-dire que je fais tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Il y a un stigmate. Tout ce qu'il faudrait pas faire pour être une photographe respectable, juste une femme respectable. Ouais, voilà. Okay. Et à un moment, il s'est présenté la possibilité de faire une rando en montagne. Et donc, j'ai fait cette randonnée. Et j'ai eu une crise de vertige phénoménale arrivée en haut d'arêtes assez aiguisée. Je me suis vue frôler la mort. Et je suis redescendue avec des vibrations dans mon corps qui m'ont pas quittée pendant la semaine qui a suivi. Et ça a développé chez moi une obsession totale pour les montagnes. Et je n'ai eu de cesse en fait d'y retourner, de continuer à marcher, de braver un petit peu en fait cette peur, mais qui devenait aussi assez charnelle. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'assez érotique dans le fait de monter sur une pente et de ressentir la fatigue, le corps, sentir que ses muscles s'engagent, la sueur, et puis cette espèce d'attention à chaque détail pour pas tomber, avec le cerveau qui est presque mis en pause puisqu'on est dans une espèce de transe. Et pour moi, qu'on peut avoir dans la sexualité quand c'est bon, d'ailleurs, quand on est vraiment présente, qu'on n'est pas totalement dissocié, qu'on est vraiment là en train de vivre ce qui est en train de se passer, c'est exactement ces sensations-là. Ouais, c'est une forme de transe. Et c'est marrant parce que même moi, je crois que des fois, ça me fait des moments où je dissocie tellement c'est trop.
Et parce que quand tu as une montée de 4 heures, à un moment, dissocier, ça aide aussi à continuer à avancer. Donc, j'ai mis ces émotions sur le même plan, je dirais. Même quand tu parles de sensations, hein, de vibrations, quand tu dis que tu as tout le corps qui vibre et tout, Ouais, et c'est littéralement les orgasmes, c'est ça aussi. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a un engagement très puissant dans les sensations corporelles. Ouais. Quoi. Okay. Et l'obsession de vouloir y retourner, comme, je sais pas, du bon sexe. A priori, on a envie de recoucher avec la personne qui nous a donné ça. Ou, c'est pour ça que j'avoue que j'ai jamais compris les coups d'un soir, moi. Mais bon. Quand ils sont pas bons. Oui, mais genre, en fait, les gens, enfin, genre, si c'est super, pourquoi ne pas recommencer? J'ai jamais compris. Et comme souvent, la première fois, c'est mal vu de vouloir se revoir, peut-être. Oui, c'est ça. C'est parce que si c'est bien la première fois, ce sera forcément bien les suivants. Enfin, ça ne peut que s'améliorer. Ouais, donc, en fait, bref, je comprends pas le principe. Oui, bref. Quelqu'un dit, j'ai du mal à imaginer en quoi c'est érotique. Bah effectivement, c'est pas expérimenter la nature comme déjà c'est pas quelque chose en fait qui est très éloigné de nous. On en fait partie. Ça permet aussi de se reconcentrer, enfin de se recentrer un petit peu sur notre intériorité, de ressentir notre corps dans des mouvements qui sont pas ceux de la ville. Et dans mon cas, je dis pas que c'est très commun aux gens qui font de la montagne, mais en réalité, il y en a beaucoup qui ont quand même une sensibilité assez charnelle. C'est-à-dire qu'il faut lire des récits d'alpinistes ou de gens qui randonnent. C'est quand même assez présent sans que ce soit nommé comme de l'érotisme. Mais comment dire, l'érotisme peut naître de cette sensation physique de relâchement avec cette tension sous-jacente. Ça peut déclencher quelque chose de super sexuel. En tout cas, dans mon cas, c'est le cas. Après, je trouve que les montagnes, quand même, quand on les regarde et qu'on voit des formes, des pics, des fissures, je trouve que c'est ultra ambigu, ultra porno. Enfin, peut-être j'ai choisi de photographier ces endroits-là, mais comment vous dire que des fois, ça agite des choses en moi. Ça veut pas dire j'ai envie de me déshabiller et de faire l'amour comme ça. Non, ça vient ouvrir mon imaginaire de ce qui peut m'amener à être dans mon corps désirant, je dirais. C'est au même endroit. Quand je le vis, c'est quand même assez concret. Et d'ailleurs, il y a des photographies de toi nue dans la montagne et c'est ces images-là que tu produis maintenant. Oui, et puis il y a quand même un clin d'œil à la pratique du cruising qui est quand même une pratique... Alors le cruising qui est donc une pratique dans les milieux gays. Je crois pas qu'il y ait trop de cruising lesbien. Bah, on aimerait bien, mais non, c'est quand même plutôt gay à la base. En fait, c'est dans des lieux publics, dans les parcs, dans les lacs, dans la rue, dans les clubs de sport, enfin un peu partout, dans plages. Des espaces où les hommes marchent, arpentent les endroits et se chopent au détour d'un buisson, d'un rocher, etc. Certains gays dans le milieu gay on déplore l'avènement de Grindr, cette application de rencontre géolocalisée, parce que ça qui détruit un peu le cruising. Bon, moi j'étais amie il y a pas longtemps, je vous rassure, ça cruisait bien à la plage. L'art du cruising. Alors peut-être toi tu vois ça continue à cruiser, mais disons que la pratique de la randonnée, c'est aussi super politique quand on est une meuf. C'est politique de se déshabiller dans cette immensité qu'est la montagne, justement parce qu'en fait, nous, en tant que femmes, on n'est pas censé le faire. On est toujours censé se cacher. Nos sexualités, en tant que lesbiennes, sont censées quand même rester à l'endroit de l'appartement. Quand même, quand on parle de sortir du placard, pour moi, c'est une illustration aussi de vraiment exploser le placard et puis sortir des villes et puis laisser ce désir s'exprimer. Donc, dans des espaces où, en plus, qui sont associés au danger quand même, parce que se mettre toute nue dans un grand espace, c'est comme si c'était donner une autorisation à se faire agresser, en fait. Justement, ça appelle en montagne, franchement, je me sens beaucoup plus en sécurité en haut d'un sommet que en ville à 4h du matin. Et puis, ça vient pas de nulle part. Charlotte Perriand, qui était architecte, en 1929, elle a posé seins nus devant une chaîne de montagne. Je crois que c'est devant les Écrins. Elle est de dos, elle est topless. On est en 1929 quand même. Genre, il faut imaginer. Et moi, d'avoir vu cette image, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose avec les montagnes. Je comprends que soit on est contaminé, soit on l'est pas, on est dans une relation rationnelle à la montagne, mais ça m'a donné quand même cette espèce de feu vert que j'étais pas complètement folle dingue ou à côté de la plaque en explorant justement ce lien entre cette montagne que je vois comme justement à l'inverse d'hostile ou super aride, comme mouvementée, fragile, mais comme nos corps en fait. Donc voilà, ça veut pas dire que
il y a qu'en montagne que vous ressentirez ça, mais en tout cas, la pratique de la marche est plutôt salvatrice pour beaucoup de personnes. Bah d'ailleurs, tu vois, Eléa dit, on se sent très forte après avoir marché. Bah oui, comme après du bon sexe. Oui. Et Erwan Mazari dit, c'est vrai qu'être confronté à la grandeur de la nature, de la montagne ou de la puissance et l'intensité de la mer et épouser cette sensation presque spirituelle, c'est assez incroyable et je trouve ça intéressant et presque logique de faire ce lien entre ça, cette sensation spirituelle et la sexualité. Donc on a rebouclé sur la spiritualité, tu vois. Mais si, parce que je pense de plus en plus que bien sûr le lien est évident et qu'en fait reconquérir de nouveaux imaginaires, c'est aussi rendre ou donner tout l'espace possible que la sexualité mérite, hors du porno mainstream qui nous l'a ratatiné, hors de toutes les blagues qui nous l'ont rendu ridicule, hors des injonctions qui nous l'ont rendu obligatoires et nécessaires pour être des femmes accomplies, et d'aller vers des zones beaucoup plus inattendues comme l'érotisme des montagnes. Sortir d'un truc de consommation, de conquête. D'efficacité. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite pour ouvrir vos nouveaux imaginaires. Merci beaucoup, Romy. Merci à toi, Victoire. Merci à tous, à toutes. C'est vraiment très chouette que vous veniez écouter ces discussions. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à Romy Alizé. Je vous recommande, chers auditoristes, de lire et d'écouter son travail et d'aller regarder ses photos, en particulier dans son nouveau livre « Des choses que j'imagine », publié chez Rotolux Press. Je vous mets les autres références que nous avons mentionnées dans l'article qui accompagne cet épisode sur mon Substack, victoiretuaillon.substack.com. Substack, c'est l'endroit où vous pouvez retrouver les lettres que j'envoie et les épisodes de ce podcast sans pub et en avant-première, et où vous pouvez participer au live avec des invités comme celui que vous venez d'écouter. On peut aussi y poursuivre la discussion sur le chat des abonnés, notamment sur ce vaste sujet des vertiges érotiques alternatifs. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des histoires à partager, je suis sûre qu'on sera beaucoup à être très intéressés. Si je résume en 1 minute toutes les idées qu'on a évoquées dans cette discussion sur comment s'ouvrir à d'autres imaginaires érotiques, ça donne. Allez faire un peu d'archéologie dans notre propre désir. Qu'est-ce qui a provoqué nos premiers émois ? Quelles images ? Quels sons ? Quelles situations ? Mais aussi, accepter d'explorer des plaisirs plus lents, moins évidents. Si on veut continuer à regarder du porno, payer pour ce porno et découvrir du porno alternatif sur des plateformes comme Pink Label TV. On peut aussi se plonger dans la photographie queer ou gay. Pourquoi pas photographier son propre corps en dehors des codes attendus, voire s'offrir un regard bienveillant avec un shooting privé. Mais aussi écouter des audios érotiques sur Femtasy, Vox ou Gone Wild, fréquenter des festivals sex-positifs ou de pornographie alternative. Se dire que l'érotisme est partout. Et donc déplacer le plaisir hors de la sexualité, par exemple dans la danse, dans la randonnée ou dans toute autre expérience corporelle intense. Et enfin, accepter que nos fantasmes ne se réinventent pas tout seuls, mais qu'ils demandent de la curiosité, du temps, de l'humour et d'oser faire des expériences. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à le faire savoir chaque fois que vous parlez de ce podcast autour de vous, sur vos réseaux, à vos amis, que vous laissez des commentaires et des étoiles, ça m'encourage à continuer. Renverser la table, c'est un podcast créé et produit par moi, Victoire Tuaillon. Jeanne Longhini s'occupe de la production et de la communication. Victor Blanchard a mixé cet épisode avec beaucoup de patience, merci. Solène Moulin a composé la musique, Amandine Gilou a imaginé l'identité graphique et Mélanie Vaseux gère la pub et les partenariats. Merci beaucoup pour votre écoute, bonne randonnée et à bientôt.